les gens ont une attente quand même, tu vois, assez haut niveau, j'ai envie de dire, en termes de qualité de contenu, tu vois, par rapport à du YouTube où tu veux dire c'est un contenu un peu plus fourre-tout, quoi. Ouais, et puis les commentaires sur YouTube sont vraiment décalés, je trouve. Beaucoup moins en ligne, tu vois. C'est beaucoup carrément. plus de la grande masse. Et parmi eux, il y en a aussi qui sont câblés, hein, qui sont dans le même esprit. La démarche, il faut vouloir la faire. On en parlait tout à l'heure, rien que pour s'inscrire à une newsletter, il y a des gens, ils en font toute une montagne, tu vois, de mettre un nom, un prénom, un mail. Donc si en plus il faut mettre 3 lignes pour justifier pourquoi tu veux faire partie d'un truc, faut partir du principe que je pense que l'être humain est quand même assez feignant de base, tu vois, dès qu'il n'y a pas un intérêt de survie. Après, c'est vrai que c'est important de rencontrer les gens, pas forcément pour, tu vois, l'objet de l'interview. Faut quand même être là, voir les gens. Salut tout le monde, je suis pas dans mon élément aujourd'hui, je suis pas dans mon ancien studio, je suis pas dans un studio à Toulouse, je suis à Paris et c'est rare que j'y aille. Donc j'en ai profité pour tourner des épisodes avec des gens aussi que j'apprécie et des gens qui sont déjà passés aussi sur le podcast. Et aujourd'hui, je reçois Paco. Paco, c'est un investisseur, c'est un marchand de biens et c'est avant tout aussi le créateur d'un podcast qui s'appelle Les Investisseurs 4.0, un podcast qui a presque 5 ans et il va nous expliquer tout ça. J'aimerais revenir avec lui sur toute l'évolution du podcast, toute son évolution aussi à lui, parce que finalement le podcast c'est parti d'un besoin, d'une évolution intérieure aussi sur comment concilier une vie de famille, comment concilier le rôle d'un investisseur immobilier. Puis après il a découvert aussi la partie marchand de biens. Il a fait partie aussi du cercle MDB, donc tout ça on va en parler. Et puis sans transition, je reçois Paco qui est juste ici. Salut Paco. Salut Julien, ça va? Voilà. J'ai pas l'habitude de faire des intros en live, tu vois, donc d'habitude je les fais après, en fonction de ce qu'on s'est dit. Bon, là je me dis on se connaît déjà. On verra si, on verra si bon. ça match. Voilà. Bon, je suis content qu'on échange. On est toujours resté en contact depuis les débuts de ton podcast, sur lequel d'ailleurs j'étais passé avec Sabrina, mon épouse, au tout début. Donc c'était ton premier plan à 3 sur le podcast, je le dis à chaque fois, mais c'était ça. Voilà, premier épisode où tu avais 2 invités, donc c'était super cool. Est-ce que tu peux te présenter rapidement aux auditeurs et téléspectateurs, parce que sur YouTube maintenant c'est plus que des auditeurs, c'est aussi des gens qui nous voient, donc faut bien se tenir d'ailleurs. C'est clair. Moi c'est Paco, 45 ans, papa de 2 enfants, j'habite en Seine-et-Marne, je suis marchand de biens et je développe depuis presque 5 ans un podcast sur les finances perso, Investisseurs 4.0 comme tu le dis. Donc j'ai 2 casquettes, un peu marchand de biens et créateur de contenu. Voilà, aujourd'hui je suis un peu sur ces 2 attributs-là, mais on pourra en parler. J'ai un peu migré de créateur de podcast et puis après marchand de biens à aujourd'hui, je me définirais plutôt comme un marchand de biens qui construit en public. Ok. D'aventure, on pourra en parler. Mais voilà. Ouais, intéressant cette transition. Il y a la première transition d'ailleurs, c'était aussi le salariat. Ouais. Alors je sais que tu as vécu aussi au Brésil, à l'étranger, tu peux revenir un petit peu peut-être sur ta vie. Et parce que quand je t'ai rencontré, tu étais salarié, tu avais ton podcast, tu faisais ça, on va dire, soir et week-end. Après, tu as arrêté le salariat. Tu peux nous faire un petit topo sur cette évolution ? Yes. T'as eu un enfant aussi entre-temps. Donc, exactement, pas mal, ouais. Donc on est fin 2020 et je lance le podcast. Donc j'étais, moi, salarié, j'ai bossé pendant 15 ans dans une agence de notation financière qui s'appelle Moody's. J'étais analyste financier sur plusieurs bureaux à l'international, Londres, à Paris, au Brésil aussi, à Sao Paulo pendant quelques années. Je notais les aéroports, les projets d'autoroute ou autres. Donc l'analyse vraiment financière crédit. Et puis, je me suis lancé en immobilier, ça m'a vraiment intéressé, ça m'a botté. J'étais vraiment passionné d'entendre les découvertes des gens qui ont fait de l'immobilier, de l'investissement. Et donc, je me suis dit, j'étais un gros consommateur de podcasts moi-même, et je me suis dit, je vais concilier les 2, je vais créer ma propre connaissance sur le sujet, sur un thème qui m'intéresse, et lancer un podcast d'interview que j'ai lancé donc fin 2020. J'étais encore dans ma boîte, effectivement, et au fil des interviews, la passion commençait à grandir, continuait à grandir, et j'atteins mes 40 ans, j'ai mon premier enfant, et ce moment-là, je me dis j'avais aussi la frustration dans mon salariat de ne pas pouvoir monter. T'es arrivé un peu un plafond de verre dans les promotions où c'est très politique, où en fait l'intérêt aussi intellectuel commençait à diminuer. J'avais un peu vu pas mal de trucs, j'étais un peu arrivé à bout. Donc je me suis dit, je vais me lancer à temps plein dans une activité d'investissement, donc en tant que marchand de biens. Et donc j'ai commencé finalement une année de marchand une année de podcast en tant que salarié, et puis avant de quitter vraiment le salariat et de me consacrer à fond donc sur le podcast pour payer les factures dans un premier temps, parce que c'est vrai que ça fonctionnait bien sur notamment le sponsoring et tout. On pourra en parler un peu de ça aussi. Et puis après maintenant migrer plus sur le marchand de biens qui pour moi je considère vraiment comme le vrai, on va dire, moteur de création de valeur dans un patrimoine ou autre,
Donc, qui est pour ça que je priorise, même si le média est là aussi en support derrière, quoi. Ok, on va en parler justement de cette partie marchand qui a pris plus de place aujourd'hui qu'au départ. On va d'abord traiter le podcast, ça m'intéresse aussi parce que forcément, là on est sur Money3, donc tu sais, et d'ailleurs je te l'ai déjà dit, hein, mais c'est et Jérémy Nabé de Ça fait un bail et toi, les investisseurs 4.0 qui m'ont donné envie de créer un podcast parce que j'ai trouvé votre démarche géniale. C'est-à-dire c'est une démarche assez ouverte, on reçoit des gens pour monter en compétence, c'est aussi un peu égoïste finalement parce qu'en soi on le fait pour soi au départ, pour dire ok ça va me permettre de monter en compétence aux yeux de tous aussi, parce que finalement ça permet aussi aux gens de bénéficier, et c'est ça qui m'a donné envie de monter Money3 aussi. Là où j'ai moi pas été bon du tout, c'est que j'ai jamais monétisé le truc, contrairement à vous, parce que vous en aviez fait une activité principale au départ aussi. D'ailleurs c'est toujours un peu l'activité principale de Jérémy au final, mais la tienne un peu moins, tu viens de nous le dire. Donc j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus justement. Comment tu en as fait une activité rémunératrice et à partir de quand tu as passé un cap aussi pour que ce soit le cas? Ouais, alors quand j'ai lancé en 2020, ça, en termes d'écoute, ça a tout de suite assez pris. Enfin, j'ai attendu à peu près 6 mois avant que vraiment ça prenne, mais on parlait j'étais à 4000 écoutes par mois, je suis monté après à 30 000, 40 000 au bout de seulement peut-être 6-9 mois. Naturellement. Ouais, naturellement, parce que aussi dans cet espace-là, il n'y avait pas beaucoup d'offres sur le format que je proposais. Et donc je commençais à interviewer des gens qui me recommandaient après avec d'autres gens, toujours dans l'idée de construire quelque chose de pédagogique, de compréhensif, de pointu en fait dans l'info. Et donc, forcément, à partir de ce niveau-là, tu avais des sponsors qui commençaient à venir en disant tiens, on est intéressé par la visibilité que tu peux donner et on est prêt à te rémunérer, etc. Donc, le sponsoring fonctionnait plutôt pas mal. J'avais pas mal de demandes et je pouvais du coup monétiser de cette manière-là, assez naturellement. Moi, j'ai toujours produit au moins un épisode par semaine depuis presque 5 ans. Et donc, cette régularité aussi me permettait de pouvoir avoir de l'espace de visibilité pour les sponsors, donc ça fonctionnait plutôt bien. Et après, il y a aussi vraiment ce qui est important dans le podcast toujours, c'est pas juste l'argent, c'est vraiment l'envie, quoi. Parce que en fait, moi je l'ai fait aussi de ce format-là, pas forcément pour attirer les sponsors, pour faire quelque chose qui soit monétisable, mais pour faire quelque chose qui soit pour moi soutenable dans mon activité, tu vois. Je l'ai créé de manière à ce que moi je veux que ça cadre avec ce que je veux, ce que j'ai envie de faire. Et ma vie, tu vois, et parce que je vois toujours le truc en fait en long terme en me disant je démarre et ça va m'accompagner plutôt que me dire tiens je vais essayer 6 mois, je vais me mettre à fond et puis après je vais à autre chose, tu vois. Mais est-ce que justement le fait d'accepter d'être rémunéré pour ça te met pas une certaine pression à être au rendez-vous, tu vois, et à te dire cette semaine j'ai pas d'épisode mais je suis quand même obligé d'en faire un parce que j'ai de la visibilité à vendre? Ouais, la pression, je me l'assumais d'une autre manière, pas via les sponsors, mais vraiment juste moi-même en me disant ça fait partie du truc, quoi. Tu batches si tu as besoin, tu fais 2-3 d'avance. Au pire, tu fais un épisode solo, tu fais quelque chose, tu présentes, t'es là, quoi. En fait, parce que je me le dis aussi, moi, d'un point de vue consommateur de podcast, je me dis, en fait, c'est un rendez-vous avec l'audience en disant, voilà, je suis là cette semaine. Je suis là juste, tu vois, quand quelqu'un vient te voir et dit salut, ça va, il te serre la main, comment tu vas, 5 minutes même. Même si important. Au final, il n'y a pas vraiment de fond des fois, mais ok. Juste l'événement, quoi. Exactement, ouais. Ok. C'est quoi tes premiers sponsors? Comment tu arrives à... Donc, ils viennent à toi directement? Ouais, ils viennent à moi. Alors, c'est beaucoup de sociétés. J'avais un sponsor qui c'est Société d'investissement locatif clé en main. Et après, des sociétés aussi d'emplacement financier qui, en fait, comprenaient le message et l'audience à laquelle je m'adresse. Parce que je la base vraiment sur des gens qui travaillent, qui n'ont pas de temps, mais qui ne veulent pas déléguer à un banquier qui va leur faire n'importe quoi, qui veulent quand même savoir de quoi ils parlent, tout en se disant, en comprenant qu'eux n'ont pas le temps, donc ils vont aller mettre leur argent là où eux ont décidé de mettre leur argent, et pas juste en fait contrôler sans être sur le terrain et y passer ses soirées, quoi, tu vois. Et ça appelle à pas mal de sponsors parce que qui aiment justement pouvoir faire à la place des gens. Et là, c'est vrai qu'il y a un travail important d'analyse parce que proposer du Pinel, évidemment, hors de question ou de genre de trucs comme ça, tu vois, pour que ça soit calé avec l'audience. Carrément. Non, mais comme tu dis, il faut être aligné, il faut être en phase, il faut aussi déjà aimer ce que tu fais et puis approuver
les sponsors qui prennent la parole sur ton podcast. Moi aussi, j'ai eu des... Alors, je te dis, j'ai jamais monétisé, mais un tout petit peu, mais j'ai eu des gens, effectivement, qui nous ont sollicités pour vendre des choses avec lesquelles j'étais pas aligné. Et forcément, même si, franchement, ça aurait été bon à prendre financièrement, je pouvais pas, quoi. Tu vois, éthiquement, c'est pas possible, quoi. Il y a ça. Ouais. Plus les concurrents, parce que nous, c'est un peu particulier, parce qu'on a aussi des activités à côté dans l'IMO. Et potentiellement, on peut avoir des concurrents qui veulent prendre la parole aussi sur Moneytree, parce que Moneytree n'est pas estampillé sur notre business. Mais non, c'est pas possible. Tu avais fait partie d'un label, je sais pas si c'est toujours le cas, le label de Mathieu Stéphanie, Orso Media, c'est toujours le cas? C'est toujours le cas, ouais, okay. Tout à fait. Qu'est-ce que ça t'apporte? En fait, c'est un groupe de créateurs donc, qui font du podcast et qui ont vraiment, dans le sens noble du terme du podcast, vraiment création de contenu, donc pas de l'influence, et qui ont cette activité de chercher des partenaires, d'émulsifier aussi, de mettre en mutualiser en fait des partenaires qui pourraient, dans ce réseau un peu de podcasts vraiment axé business, trouver d'autres types d'audience. Tu vois, typiquement, j'ai aussi Delphine Pinon en fait partie aussi. Tu vois, mon audience et celle de Delphine, elle est différente, clairement. Et donc, c'est intéressant peut-être pour un même sponsor d'aller voir l'audience de Delphine, d'aller voir l'audience de mon podcast, d'aller voir d'autres audiences. Tu vois, donc, c'est cet esprit un peu de mutualiser. Ouais. Moi, ce que ça m'apporte, c'est surtout d'être en contact avec d'autres créateurs. Du coup, on est assez plugué sur le monde. Avoir un pied en fait dans le monde du podcast, parce que des gens qui s'occupent, moi j'ai pas le temps forcément de m'occuper trop de qu'est-ce qui se passe dans le secteur, quelles sont les nouvelles tendances, quels sont les nouveaux trucs, tu vois, c'est bien d'avoir un petit peu un update de qu'est-ce qui se passe. Quoi. Je vais poser la même question à Jérémy que je vois demain, mais est-ce que tu penses que le podcast c'est un monde un peu trop parisien? Je pense aujourd'hui encore quoi, pas mal. Alors qu'il n'y a aucune raison. Parce que c'est quelque chose pour le coup qui peut se faire de partout quoi. Surtout que toi tu fais beaucoup d'interviews à distance. Au final. Ce qui est pas mon cas à moi, tu vois, où effectivement depuis 1 an et demi, je fais quasiment que des épisodes en présentiel parce que j'avais monté un studio parce que c'était un des objectifs du podcast aussi. Mais quand tu es à distance, finalement, que tu habites ici ou à Tombouctou, du moment que tu as une connexion internet potable et une bonne webcam, ça peut le faire. C'est vrai. Après, c'est vrai que c'est important de rencontrer les gens. Pas forcément pour tu vois, l'objet de l'interview. On a des créateurs, notamment il y en a une Solène qui est au Luxembourg. Elle fait tout à distance en termes d'interview, mais elle va sur tous les salons un peu fintech ou les machins. Tu vois, il faut quand même être là, voir les gens. Mais je suis d'accord avec toi sur l'interview elle-même ou la réalisation du podcast, pas besoin. Ouais, je crois pas. Okay. Bon, en tout cas, ça reste encore parisien, comme beaucoup de sujets quand même, dans la tech, dans le monde en France, c'est vrai. Même si voilà, il y a d'autres pôles qui naissent dans certains types de métiers, mais c'est vrai que le podcast, encore la création de contenu, ça reste très parisien. Ça t'a permis de vivre vraiment correctement le podcast pendant ces années où c'était la priorité? Ouais, après, correctement, on était à peut-être. En moyenne, je devais être peut-être à 4 000, 5 000 euros. Ouais. De facturation chaque mois? Ouais, enfin, c'est jamais aussi lissé. Il y a des mois où il se passe rien, tu vois. Mais non, en fait, tu couvres tes coûts fixes et ton train de vie. Tu déléguais le montage, tout ça? Ou c'est toi qui fais tout? J'ai une personne qui était qui était un auditeur du podcast de la première heure, qui s'est proposé pour me rejoindre dès la première année en fait, qui continue à travailler avec moi et donc c'est chouette. Donc aujourd'hui toujours c'est lui. Cool, ça c'est top. Et après tu as voulu aller sur YouTube. C'est quoi tes apprentissages de cette bascule? Je pense que j'ai pas encore craqué le code sur YouTube. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas la même dynamique que le podcast. C'est très basé algorithmique, basé sur du coup des choses qui sont pas forcément sous ton contrôle et qu'il n'est pas exclu que d'un coup tu décolles en fait, sans avoir, si tu veux, mis la mesure devant. Parce que ce que tu veux dire, c'est que podcast, soit t'es abonné et tu connais, soit t'es pas abonné, c'est impossible que tu tombes par hasard sur un épisode. Parce qu'il n'y a pas. C'est pas un moteur de recherche, quoi. Il y a des outils en podcast, tu vois, typiquement, si tu arrives dans les top 10, les gens qui écoutent, il y a des suggestions, tu vois, que les plateformes Apple et tout ça te donnent, mais c'est quand même très faible. C'est compliqué, je trouve, la découvrabilité sur le podcast, c'est vraiment le point faible. Et je pense que t'as beau mettre des liens un peu partout, demander aux gens de s'abonner et tout, c'est très fastidieux, tu vois, c'est très fatigant. Et c'est plus un média vraiment de fidélisation. Ouais, une vraie communauté, quoi. Des gens qui viennent, comme tu disais, pour le rendez-vous quotidien de Paco, d'un tel, etc. Parce que en contrebalance de ça, en fait, la qualité
Et l'alignement en fait de l'audience avec toi, le créateur sur le podcast, elle est vraiment extrême par rapport à YouTube. Tu vois. Oui. Et je le vois parce que même les gens qui des fois vont voir des intervenants qui ont des services à proposer et tout, les retours que j'ai de ces personnes, c'est waouh, tes auditeurs, enfin c'est des gens calés, ils savent, c'est pas des touristes, ils savent ce qu'ils veulent et du coup je trouve ça vraiment appréciable pour ça. C'est vraiment pour ça que c'est fait pour moi le podcast. C'est vrai que l'audience c'est hyper qualitatif. Ouais, j'avoue, tu vois que les gens sont quand même assez câblés, surtout ceux qui restent, et c'est des gens qui fit avec toi aussi en général. Donc il y a des podcasteurs avec qui tu fites pas du tout, bah du coup tu restes pas. D'ailleurs on le voit souvent dans les commentaires des podcasts. Il y en a, ils se font bâcher, genre l'animateur ou l'animatrice je peux pas, l'invité pas qualitatif, etc. Et tu le vois, hein, vraiment il y a des gens ils se lâchent quand même dans les commentaires. Je vois sur certains podcasts. Alors nous on n'a pas ce type de commentaires, mais en soi les gens ont une attente quand même, tu vois, assez au niveau, j'ai envie de dire, en termes de qualité de contenu, tu vois, par rapport à du YouTube où tu veux dire c'est un contenu un peu plus fourre-tout, quoi. Ouais, et puis les commentaires sur YouTube sont vraiment décalés, je trouve. Ouais. Enfin décalés, beaucoup moins en ligne, tu vois. Ouais, c'est beaucoup plus de la grande masse. Et parmi eux, il y en a aussi qui sont câblés, hein. Enfin qui sont câblés, qui sont dans le même esprit, mais c'est peut-être voilà, moi j'ai 12 000 abonnés, j'ai pas encore peut-être la base pour pouvoir dire c'est comme ça YouTube, parce que je pense qu'il y a aussi, quand je vois des créateurs sur YouTube qui arrivent à avoir des bonnes communautés aussi très très alignées, hein. Je pense que moi je l'ai pas trouvé encore, mais alors moi je l'ai vécu ça, avec Mathieu Louvet de S'Investir. Franchement la communauté qu'il a, c'est une communauté hyper bienveillante. Il y a jamais, tu vois, il y a jamais quelqu'un qui va venir te bâcher ou qui va être. Alors ça arrive, tu as toujours des énergumènes, tu vois, mais en soi, c'est souvent pas des gens de la communauté d'ailleurs. C'est souvent des gens de l'extérieur qui sont tombés, comme tu dis, via l'algorithme sur la vidéo, qui sont là juste pour bâcher. Mais j'ai été vraiment étonné de, tu vois, la bienveillance des gens. Des fois, même un côté un peu trop bisounours, tu vois. Tu dis, tu sais, limite, ils sont payés pour laisser des avis, tu vois. Alors que c'est pas vrai, c'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas forcément vraiment d'intérêt là-dessus. Mais j'ai ressenti ça. Mais à la fois, sur YouTube, tu peux aussi tomber sur des gens, des commentaires où franchement c'est catastrophique, quoi. La vidéo, franchement, si vraiment t'es hyper sensible à tout ça, à ton image, que ça t'affecte, ce genre de choses, il faut pas aller lire les commentaires. Parce que des fois ça peut te détruire, en fait. C'est dur, hein, je trouve, de s'exposer comme ça aussi. Ouais, c'est sûr, c'est clair. Pourtant, encore une fois, le contenu il est pas comment dire, il y a pas lieu dans mon contenu d'être virulent ou autre, parce qu'on est vraiment très technique sur sa performance. Après, tu peux y avoir des accords sur non, là, c'est pas vrai ce qu'il dit ou c'est vrai ce qu'il dit. Mais il n'y a pas lieu d'avoir normalement autant de débats passionnés, tu vois. Non, mais surtout toi, tu fais pas dans le clivant, en fait. Tu fais dans l'objectif. Ouais, c'est ça. Quand tu es objectif, en général, tu t'adresses à tout le monde et à personne, en fait. Parce que du coup, tu viens pas chercher l'adhésion de quelqu'un, tu viens chercher ah, ok, tu vois. C'est un peu ça. Et donc, en général, t'as pas trop de gens virulents en face. Il y a des gens clivants, très clivants. Très clivant, où là, effectivement, t'as les pour et t'as les contre. Et là... Mais ça, d'ailleurs, on en parle comme si c'était une tare, mais c'est un avantage pour ces gens-là, je pense, en termes de création de contenu, parce que la communauté, déjà, elle est très, très, très forte, elle se sent vraiment... T'as des vrais ambassadeurs, en fait. Des vrais ambassadeurs, ouais. C'est vrai que c'est puissant. Mais il faut accepter de te faire détruire par la moitié des gens. Tu vois, tu te fais aimer par la moitié, tu te fais détruire par l'autre, qui est quand même souvent plus exposée, tu vois, et plus virulente dans les commentaires que ceux qui vont venir te défendre, tu vois. Donc bon, c'est assez hardcore. Ensuite, la transition, donc elle s'est faite vers le marchand de biens. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Et parce que pourquoi plus marchand de biens que locatif ? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier ? En fait, c'est le ratio. C'est le ratio temps passé, impact financier reçu. C'est toujours un peu vraiment ma ligne directrice, c'est ça pour moi, tu vois, vraiment même en ce moment surtout, quoi, c'est temps passé, impact. Et en interviewant, en recevant beaucoup de marchands, je me suis rendu compte que c'est là qu'en fait ton temps et ton capital du coup est le mieux alloué par rapport aux résultats que tu peux obtenir. Bon, après le locatif c'est très puissant aussi, mais je pense que c'est plus peut-être sur un deuxième rideau pour du patrimonial, tu vois. Moi j'ai fait du locatif cash flow typiquement, donc moitié entrepreneurial, hein, on ne peut pas se le mentir. Quand tu fais de la LCD, coloc ou quoi, faut pas dire que c'est du locatif passif, hein. C'est plus chronophage, mais par contre je pense sur le marchand qui est typiquement une activité entrepreneuriale, ça franchement je suis assez clair là-dessus, mais par contre qui est très rémunératrice. Et ensuite peut te faire aller sur d'autres trucs peut-être plus passifs. Donc moi, j'ai vu que j'aimais beaucoup l'immobilier et cette façon de créer de la valeur sur des contextes, scénarios assez différents. Je trouvais ça assez intéressant. Et par rapport au temps encore et à l'impact, ce que je trouve vraiment bien, c'est que
dans l'activité, c'est qu'en fait, tout ce que tu apprends, même quand le deal se fait pas, tu vois, quand il y a un truc qui va pas, quand la mairie te dit non, en fait, à chaque expérience, c'est un apprentissage pour développer, monter en compétences et devenir meilleur la prochaine fois, tu vois. Donc, c'est pas genre, je fais un coup dans l'eau, je bosse sur un projet pendant 6 mois, ça plante, c'est fini, je retourne à zéro. Tu retournes pas à zéro, tu vois. Et je vois les marchands qui fonctionnent bien, c'est les gens qui ont de l'expérience, qui n'ont pas hésité à aller sur le terrain, qui ont appris de leurs erreurs et qui font mieux. Et après, en fait, ce que je trouve vraiment fascinant, d'ailleurs, les gens que je trouve vraiment que j'admire, qui performent, c'est le temps qu'ils passent à jongler sur. Ils n'ont pas juste un dossier ou deux, ils ont 10, 15 qui sont en veille. Il y en a qui vont sortir plus longtemps que d'autres. Tu gagnes du temps avec l'un, tu accélères un autre, tu joues. Exactement. Et des sortes de portefeuilles, si tu veux, virtueux de trucs qui sont avec des marges latentes, qui vont tomber à un moment donné, avec des merdes latentes aussi, qui vont tomber aussi à un moment donné. Ou des pertes aussi, ou des non-atteintes de budget prévu. Mais qui, pour moi, la sécurité que tu gagnes, que tu acquiers dans le marchand, elle est justement dans la diversité dans les connaissances que tu vas avoir en montant en compétences, dans la diversité des profils pour aller que sur une stratégie, mais aller peut-être sur un dossier un peu plus passif, un autre où tu vas aller un peu plus négocier, ou l'autre c'est plus les travaux, tu vois, et avoir une diversité de types de dossiers. Mais voilà, encore une fois, l'impact, si tu arrives à bien t'en sortir, je vois que voilà, c'est exponentiel la création de valeur que tu peux créer là-dessus, quoi. Donc, et c'était quoi le premier projet sur lequel tu es allé ? C'était une rénovation simple d'un appartement à côté de chez moi que je voulais vendre. Alors moi, je suis en Seine-et-Marne, mais c'est à 40 minutes de Paris, tu vois. Et dans une ville, je voulais faire j'ai vendu clé en main, du coup, meublé, équipé, avec dans l'idée un effet coup de cœur. Pas loué. Non, pas loué. T'as pas vendu avec un rendement Non, pas à ce point-là. Rendement théorique, quoi. T'as dit ça va se louer en temps. Ouais, ou résidence principale. Ah, résidence principale, ok, d'accord. Et donc je l'ai sorti, mais je l'ai pas sorti au prix haut où je pensais le sortir, tu vois. Donc l'équipement et l'ameublement a aidé à sortir le projet, donc à le vendre par rapport à d'autres biens dans le secteur. Par contre, ça m'a pas fait aller au prix haut que moi j'avais mis dans mon truc. Ok, c'est quoi la différence en pourcentage ou en valeur par rapport à ce que tu espérais sortir ? La marge, peut-être, elle devait sortir à 20, elle est sortie à 10. Ok, ah ouais, quand même. 50% de moins. Ouais. Donc c'est aussi un apprentissage que tu fais d'entrée sur ton premier projet, au final. Et c'est quoi justement les plus grandes difficultés auxquelles tu as fait face quand tu t'es lancé comme ça sur un premier projet de marchand ? Bon, tu l'as financé par exemple ou c'était du fonds propre ? Je l'ai fait financer, ouais. Ok. Financé. C'est ça que je trouve la plus grosse difficulté, en fait, c'est le portage. Parce qu'en plus, moi, j'ai démarré au moment creux dans l'immobilier où en fait, tout s'est arrêté. C'est quoi, 2022, 2023 ? Ouais, c'est ça, exactement. Non, plutôt en fait. Non, ouais, c'est ça. En avril 2022, j'ai lancé l'activité. Ouais. Et donc, les taux augmentent, le marché se grippe et il n'y a plus rien qui se vend. Plus personne ne veut acheter. Tout le monde attentisme à la française. Exactement. Et moi, j'étais là, je fais mes beaux petits travaux. J'étais très fier de mon appart, mais en fait, c'est le marché qui dit, quoi. Et donc, dans ces cas-là, il y a du portage financier parce que, voilà. Tu l'as financé comment ? J'ai financé avec une banque, la Caixa. Ouais, parce que j'allais dire petit projet, il n'y a qu'une seule banque qui peut financer. En général, c'est la Caixa, qui est très chère du coup, donc frais financiers, frais intercalaires. Avec les frais de dossier, on était à 10%. Quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils sont sur un Euribor 3 mois, je crois, en plus, qui est plus cher qu'un Euribor 6 mois, plus leur spread qui est énorme, je crois que c'est 4,5. Tu te fais massacrer. Ah ouais, mais ils acceptent. J'ai déjà fait un projet avec la Caixa, et c'est vrai que c'est costaud. C'est le seul projet où j'ai perdu de l'argent d'ailleurs. Ah, ok. Mais en partie à cause des frais intercalaires, clairement. Enfin, pour des problèmes de marché aussi, de retournement de marché, parce que c'est à peu près la même période que toi. En plus, c'était du terrain, donc plus compliqué. Mais beaucoup de frais intercalaires, quoi, tu vois. Et ça pèse, parce que c'était combien la taille du projet ? On était sur 210 000. 210 000, t'avais emprunté combien ? 180. Ouais, donc allez, on va dire, t'as emprunté 200 000, t'es à 10 points par an. Ça va vite quand même, tu vois. Ça te fait beaucoup d'argent. Tu l'as porté combien ? Je l'ai porté au final 12 mois. 12 mois ? Ouais, donc quasiment 20 000 quoi, de frais intercalaires. Et c'est ça aussi qui m'a... Tu vois, tu parlais des difficultés. Pour moi, c'est ça le portage. En fait, c'est pas tant le portage, c'est que ces types d'opérations où en fait, tu fais la rénovation et tu as le dans le marché, c'est pas comme ça, je trouve qu'il faut faire. Je suis d'accord. Si, alors, je pense que c'était le cas. Moi, j'ai fait des projets de marchand avant cette période-là. Et franchement, tu pouvais, parce que tout le monde achetait. Et personne n'avait envie de se faire chier.
Et le coût de la rénovation n'avait quand même pas augmenté autant avant le Covid qu'après le Covid. Je trouve, tu vois, les matériaux, le coût de la main-d'œuvre, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je partage ton opinion que tu vas nous développer peut-être sur le fait de ne pas faire des travaux jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est pas tant de ne pas faire les travaux. C'est qu'en fait, moi, ce que j'ai appris, c'est que c'est la priorité de la sortie, quoi. La priorité du client, en fait. Il faut que tu aies au moins un persona de client, quelqu'un que tu sais à qui tu vas lui vendre et qu'est-ce que tu vas lui vendre avant de démarrer le truc. Parce que si tu te dis juste, je fais un super bel objet, en fait, mais il marchait pas là, tu vois. Et puis l'attente, même psychologiquement, c'est dur de dire le truc part pas. Bon, bah, l'agent, il te dit, baisse de prix ou pas, monsieur? Et tu dis, tu vois ta marge qu'ils font. Tu t'exposes. Alors après, voilà, comme ça, c'est bien, mais t'as un portefeuille que des OP comme ça, tu peux pas. Non, puis même, ça aurait pu. Là, t'as minimisé ta marge, mais t'aurais pu aussi être en négatif. Donc, il y a de ta poche, ça veut dire que tu ressors avec moins de fonds propres que quand t'es rentré. Donc, au lieu de faire l'effet d'accumulation, finalement, tu fais l'effet où tu vas devoir rattraper. C'est comme en bourse, quand tu perds, c'est plus difficile de revenir à l'état précédent, quoi. Et après, ça peut arriver. Enfin, il faut se dire aussi, quand tu lances en marchand, tu peux avoir des opérations à perte. C'est pas la fin du monde non plus, mais il faut apprendre de ça, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'il faut faire un peu de volume. Parce que si tu fais une OP de temps en temps, du coup, c'est difficile de lisser ton risque. C'est comme partout, en fait. Comme une entreprise, il y a des restaurants, il y a des journées où ils perdent de l'argent. Ils n'ont personne, ils payent du personnel. Si tu isoles cette journée dans leur budget prévisionnel, tu te dis l'activité, elle n'est pas rentable. Tu vois. Et en soi, une opération, des fois, ça peut être très rentable. Et à l'inverse, il y a des gens qui communiquent sur une opération en disant j'ai fait autant, etc. Et, voilà. Et sur une autre opération, si tu fais 2 fois moins, ta moyenne, c'est plus la même, tu vois, par opération. Donc faire attention, je trouve, quand on a ces feedbacks en général. Ouais, c'est clair. Et puis il y a plein de trucs que tu vois pas forcément. Tu vois, tu dis juste la marge, mais en fait, la marge, il faut compter est-ce qu'il y a de la TVA, il y a l'IS après. Enfin, tu vois. Et, oui, il faut pas oublier que c'est en société. Bah oui. Et qu'il faut le faire en société, t'es d'accord ? Ouais, je suis d'accord. Non, mais pour moi, c'est une activité qu'il faut faire déjà. À mon avis, il faut la faire à plein temps. En fait, il y a une possibilité de ne pas la faire à plein temps. Pour moi, c'est si tu as du cash et que tu veux commencer à regarder ce que c'est, tu es investisseur passif, tu apportes les fonds, tu laisses l'opérateur gérer ton truc, mais tu l'accompagnes. C'est-à-dire, tiens, tu fais ça, cette étape. Tu vois. Moi, je trouve que c'est une bonne façon pour quelqu'un qui a du cash, qui veut se lancer en marchand, dans une première étape, de dire je m'associe, je mets le cash. Et je regarde ce qui se passe. Et comme ça, bon, t'es quand même à l'avant, mais t'es pas dans le cockpit vraiment. Mais autrement, non, tu vois, je trouve le coup de je suis marchand à côté de mon job, ça, c'est. Après, c'est tout à fait faisable juridiquement, tu vois, t'as pas besoin de rien si tu veux pour le faire du marchand. Mais je trouve que c'est pas. Je suis d'accord, tout seul, c'est compliqué. Tout seul, c'est compliqué, mais en trouvant un associé qui a déjà fait ou qui peut exécuter aussi sur place ou qui peut te relayer quand toi, t'es pas sur place ou autre, je pense qu'effectivement, ça peut le faire. D'ailleurs, la Caixa, ils t'ont prêté en étant tout seul au capital ou t'avais quelqu'un ? Tout seul, ouais. Tout seul, ok. Mais c'est vrai que ils avaient déjà financé d'autres adhérents du cercle. Voilà, parce que c'est le cercle marchand de biens qui t'a aidé à avoir ce tampon un peu approved. Ouais, parce qu'ils se disent, voilà, t'as la même méthodologie, voilà. Après, il n'y a rien qui garantissait que, mais en tout cas, bon, ça a aidé, quoi. Ouais. Ok. Tu fais toujours partie du cercle ? Toujours. Ouais. Ok. Tu peux nous en dire 2 mots, peut-être, sur ce que c'est ? Ouais, bien sûr. C'est un groupement de marchands de biens. On est à peu près 100 en France. Une sorte d'accompagnement. Alors, ils se définissent comme de l'assistant maîtrise ouvrage, finalement, où en fait, chaque marchand dans ce groupement est indépendant, a sa boîte propre et fait ses propres opérations, avec du support du cercle sur les coachings, donc à peu près 2-3 coachings par semaine, des ateliers vraiment spécifiques, urbanisme, financement, tous les trucs dont tu as besoin, si tu veux, dans ta besace de marchand. Et il y a un système aussi d'association, du coup, où en fait, il y a des marchands, évidemment, après les OP, qui ont du cash à mobiliser, d'autres marchands qui ont besoin de cash aussi, donc il y a clairement on identifie des apports de fonds pour financer des marchands sur leurs opérations, qui suivent la méthode, parce qu'évidemment, les gens dans le cercle, ils veulent s'assurer que leur cash, il est bien alloué. Par contre, donc, il y a une méthodologie stricte pour analyser chaque deal qui veulent solliciter des fonds dans le groupement. Et après, une fois qu'il est validé, en fait, le marchand qui pose son cash, il regarde même pas l'affaire, il dit pas, tiens, c'est quoi ta marge ou c'est quoi truc, il dit... Pour lui, c'est un peu comme si c'était du dépôt à terme, quoi. Ou plutôt, c'est l'idée. Donc, c'est assez puissant si, encore une fois, tout le monde joue le jeu, si la compétence est là, si l'expertise est là et qu'on est tous dans un même... ce qui est le cas, dans une même dynamique. Donc, ça fonctionne bien pour ça. Mais moi, je ne l'aurais pas fait marchant seul. Tu vois. C'est pour ça que
C'est quoi la taille des marchands qui est à l'intérieur? C'est quoi, par exemple, le plus petit marchand qu'il peut y avoir au cercle et le plus gros en termes de nombre de projets ou de volume d'affaires? Ouais, alors les plus gros, je pourrais pas te dire, mais je pense que c'est des millions par an, facile. Ouais. Le plus petit, c'est juste qui démarre, qui a une OP qui va démarrer une OP de rénovation à un projet à 300 000 ou 200 000 à côté de chez lui, qui démarre avec de la love money, et puis il a un artisan qu'il connaît, il va faire la réno typiquement pour l'aider, et puis c'est parti. Mais les gros, comme je te dis, en fait, tu vois plusieurs étapes dans les profils des gens, du début à la fin, en fait, où au début, en fait, tu cherches des affaires. Après, le temps de te faire le réseau, que les gens que les affaires arrivent à toi, que toi, tu as l'œil aussi de repérer tout de suite, rapidement, ça va pas, j'avance pas, je modélise, etc. Et on voit tout de suite, après, l'étape d'après, c'est on cherche les fonds, quoi. Et après, c'est même plus on cherche les fonds, c'est on cherche le temps. Et c'est là où tu t'équipes avec un assistant, tu vois, où tu as besoin de gens qui vont sur tous les projets en local où tu vas participer. Et quand tu arrives à ce niveau-là, en général, tu es à plusieurs millions par an. Ok. Vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu as fait comme OP derrière, justement, cet appartement? Est-ce que tu t'es dit, je vais refaire la même chose? Ou est-ce que tu t'es dit, je vais changer? Ou peut-être avec les conseils du cercle, tu as fait différemment? J'ai fait un deuxième OP, pareil, en clé en main. Parce qu'elle était concomitante, en fait, et j'avais pas tout à fait dressé le bilan de la première avant de lancer. Et c'était dans un château, tu vois, donc il y avait l'effet vraiment waouh un peu, tu vois, le truc était beau. Mais pareil, en fait, ça a pris, mais pas au prix où je pensais. Donc là, j'ai changé de braquet, je me suis mis sur... Parce que c'est assez hybride là où j'habite, c'est assez rural quand même. Et en fait, c'est un marché plus de maisons. Donc je me suis mis plus sur division bâti, corps de ferme. Et voilà, corps de ferme aux maisons à diviser, grande maison à diviser en mitoyen, si tu veux, quoi. Donc en appart mitoyen, dans la maison avec un petit jardin. Typiquement, le projet que je regarde, c'est des projets avec une maison plus de 100 mètres carrés avec, tu vois, une bande de terrain à l'arrière que tu peux diviser raisonnablement sans que ça soit trop étriqué. Tu fais des maisons mitoyennes, mais c'est limite, tu vois, s'il y a une bonne façade, si c'est un truc un peu au type corps de ferme longère. Ou longère, je vois très bien. Et là, c'est relativement simple de diviser le bâti et puis de faire diviser le terrain. J'ai regardé aussi d'autres trucs où tu as même bande de terre, mais à construire un terrain à bâtir à côté du bâti. Là, je regarde ça justement en ce moment et il y a un bâti déjà sur la parcelle que je vais détacher. Et ça, c'est un plus. Parce que sur le code de l'urbanisme, tu n'as pas besoin de faire de demande normalement pour ce genre de truc. Ah bon? Parce qu'il y a déjà un bâti, en fait. Et tu peux juste diviser le terrain sans faire la demande. Bon, là, c'est parce que la demande avait été faite, parce que l'agent qui me l'a porté avait lancé un CU opérationnel dessus. Donc la mairie s'est mise et elle veut nous faire détruire un escalier extérieur sur la maison attenante qu'on ne veut pas détruire. Donc on est en litige un peu avec la mairie là. Mais typiquement, ça aussi, c'est le genre de projet qui est simple en fait. Et le marché est là pour ça. Tu vois, quelqu'un qui veut construire sa maison à 40 minutes de Paris, avoir son petit terrain de jardin, en fait, il y a de la demande. Tu vois. Combien ça se vend un terrain là, par exemple, dans ce coin-là? On est sur 180, 200 à peu près. Il fait à 500 mètres carrés. Et il y a un marché là pour la construction en ce moment. Tu le sens comment, toi? Alors c'est vrai que les terrains ont eu du mal vraiment à partir. Moi, je pense que c'est pour ça que c'est une parcelle à détacher sur un bâti existant que je vais vendre séparément. Et ta marge, elle n'est pas que sur. Et l'idée, clairement, c'est le bâti, en fait, il rembourse mon prêt. Et la marge, elle est dans le terrain que je peux me donner un peu plus de temps à vendre. Je ne l'aurais pas fait, tu vois, sur un terrain de la même surface double et que je divise juste au terrain parce que finalement, j'ai 2 produits terrain à vendre. C'est chaud. C'est chaud. Tu avais fait d'autres projets entre le deuxième et ça? Non. Deux complétés. Et puis, et là, tu te focalises vraiment en marchand. Donc, ça veut dire que ton quotidien, c'est quoi? Quotidien, c'est continuer de créer, développer mon réseau auprès des agents. Et c'est ça pour moi. Pour qui t'apporte des affaires? Qui m'apporte des affaires. T'apporte des opportunités. Et surtout que je trouve là, en fait, l'agent, ou je dirais un groupe de 3-4 agents avec lequel il y a vraiment une vraie collaboration. Je trouve que c'est ça qui est compliqué. Parce que on sait tous, les agents ont une grosse liste de marchands avec qui ils veulent travailler.
Et si tu les connais pas, voilà, ça prend du temps de rentrer dans leur petit carnet, etc. Et puis il y a des agents aussi qui sont très bons, des agents qui sont pas bons, des agents qui sont honnêtes, des agents qui sont pas honnêtes. Donc, faut faire un grand tri de ça pour trouver les quelques partenaires dans mon secteur où je sais qu'après ça va se débloquer beaucoup plus facilement. Déjà, ça commence à venir, si tu veux, parce que depuis que j'ai remis un peu en place depuis le début d'année là, ce process-là. Mais la priorité, elle est là pour arriver à avoir plus de volume d'affaires. Ok. Vraiment, Donc aujourd'hui, tu ne tires pas de revenus, on est d'accord, de l'activité marchand? Non, parce que le capital, je le recycle plutôt qu'autre chose, en fait. C'est ton outil de travail. C'est mon outil de travail, ça. Ouais. Okay. Du coup, tes revenus, ils sont encore sur le podcast aujourd'hui, majoritairement, dans la partie média, on va dire, au sens large. Ouais. Parce que tu me disais aussi, tu avais lancé un mastermind. Ouais. Et tu organises aussi des événements. Je ne sais pas si c'est en corrélation avec le mastermind, d'ailleurs, les événements que tu organises. Non. Mais j'en ai fait un, non, c'est pas lié. Ok. Tu peux nous en parler de ce mastermind? Pourquoi tu l'as créé? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qui adhère? Ouais, bien sûr. Je l'ai relancé vraiment depuis janvier, depuis le début d'année. Et on est un groupe d'entrepreneurs de l'immobilier, alors salariés ou pas d'ailleurs, mais salariés avec une envie vraiment de développer dans l'immobilier. Okay. Et de gros gens qui veulent avancer plus efficacement en mode process et s'aider d'autres gens qui sont aussi bienveillants qu'eux et qui ont des compétences complémentaires. Donc on a beaucoup de marchands aussi dans l'immobilier, mais on a aussi des gens qui ont du cash, qui veulent la louer sur des projets rentables, qui veulent commencer à s'associer aussi. En fait, l'idée du hub, ça s'appelle le hub, c'est de s'associer sur des deals et aller plus vite à plusieurs dans un environnement bienveillant de gens qui sont autour de moi, donc qui sont dans la même philosophie que moi, que le podcast, etc. C'est des gens qui sont vraiment triés sur le volet, que je filtre au début pour vraiment s'assurer qu'il y a un fit à la fois sur ce que eux cherchent, ce que moi je peux leur donner via l'accès à d'autres membres qui ont cette même mentalité. Et l'idée de s'associer, elle est bien belle, mais il faut du temps. Ça prend du temps, ça prend de se rencontrer. Et donc l'étape où on est aujourd'hui, c'est plus du partage de retour d'expérience, partage d'expérience, donc typiquement sur une plateforme, sur des calls réguliers, sur type brainstorming. J'ai une problématique avec ça, qu'est-ce que tu en penses? Et les gens, en fonction de leur vécu aussi et de leur connaissance, de leur réseau, ils disent donnent des réponses. Donc c'est très axé là-dessus aujourd'hui. Et je pense demain, vraiment, ça sera sur... on se connaît suffisamment pour que on puisse avancer sur des associations, créer de la valeur ensemble. Et là, ça sera vraiment puissant, quoi. Vous vous réunissez tous les combien? On a à peu près 3-4 rendez-vous par mois. Okay. Ah ouais, ok. Ouais. C'est quand même régulier. Ouais, parce qu'en fait, il y a plusieurs formats. Il y a un brainstorming un par mois où vraiment c'est en mode question-réponse. Qu'est-ce que tu as comme question? Ça peut même être du hot seat, tu sais, où quelqu'un arrive avec une problématique assez lourde et il le demande à des gens une autre perspective à partir d'autres personnes. Ouais. Mais il y a aussi les formats type atelier on prend, tu vois, sur une problématique financement. J'invite un courtier en assurance ou en financement spécifique. Et on pose des questions on se base vraiment que là-dessus. Okay. En atelier IA, c'est pareil. Et on fait aussi des sortes de challenges où là dernièrement, on renégocie tous les contrats d'assurance. Il y a du boulot. Intéressant comme sujet. Parce qu'il y a toujours à gratter. Tu pourrais le faire soi-même, mais tu procrastines. Tu dis, c'est relou. Et là, le fait de dire, si on se donne 3 semaines et dans 3 semaines, il faut qu'on arrive à avoir renégocié ou regarder toutes les économies qu'on peut faire ensemble. Voire même comparer, parce que tu vois, souvent c'est tu payes combien ta PNO et toi. Tu vois. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça évite d'être isolé dans ton coin, et c'est pas mal, je pense, d'avoir cet effet aussi communauté, si ça booste assez. En général, quand tu sors de ces événements-là, t'es reboosté. Bon, après, il faut que ça dure. C'est pour ça que c'est bien de le faire régulièrement. Je pense 3-4 fois par mois, c'est pas mal, parce que si c'est une fois par mois, si c'est moins régulier, je trouve que le soufflet, il retombe un peu après. Je trouve, t'es toujours surboosté, et puis après, le quotidien revient et t'as du mal à te remettre dans le truc. Mais c'est pas facile, c'est vrai que c'est pas facile cette activité communauté parce que, comme tu dis, il faut toujours redonner un peu le gain. Au début, les gens sont super motivés, après peut-être c'est un peu moins, il y en a qui viennent pas forcément à tous et du coup ça diminue de la valeur sur les gens qui sont là, tu vois. Il faut toujours trouver aussi des idées et autres. Mais fondamentalement, ma ligne directrice, c'est je veux un groupe d'entrepreneurs qui moi m'inspire, avec qui moi je voudrais m'associer s'il y avait besoin. Et en collant à ce besoin-là, en fait, je dessine le groupe. Aujourd'hui, on est 23. Tu vois. L'idée, je pense que on va être capé. Enfin, il faut que ça soit à taille humaine. Oui, parce qu'après, tu vas avoir des groupes dans les groupes. Tu vois, ça va se morceler, quoi. Ok. C'est quoi les conditions pour rentrer? Comment ça fonctionne? Il y a une adhésion annuelle où tu payes à l'année, parce qu'encore une fois, c'est vraiment long terme. C'est pas juste un abonnement un mois par mois, tu vois.
Et après, c'est un rendez-vous avec moi pour savoir voilà, quels sont tes besoins, comment moi je peux t'aider. Ok. Et puis après, derrière, c'est l'adhésion, quoi. Ok. C'est simple. Les gens, majoritairement, c'est des gens qui t'ont connu sur le podcast, qui sont des auditeurs. Ouais. Ok. Ouais, clairement. On en revient au début où effectivement c'est assez fort ce rendez-vous et cette, on va dire cette proximité que tu crées aussi grâce au podcast avec tes auditeurs, quoi. Mais j'aurais pensé quand même en lançant le projet avoir plus de demandes. Ouais. Ok. Mais je m'étais dit que j'allais devoir beaucoup plus filtrer, tu vois. Et en réalité, il y a moins de demandes, mais par contre, il y a une conversion, tu vois, il n'y a que des gens qui fit vraiment, quoi. Parce que je demande aussi des gens expérimentés. En fait, je voudrais pas que ça soit genre le truc pour les gens qui veulent passer à l'action, mais qui vont jamais le faire, tu vois. Parce que c'est dur. Ouais, mais après, je pense que, bon, déjà, il y a la démarche, il faut vouloir la faire. On en parlait tout à l'heure, rien que pour s'inscrire à une newsletter, il y a des gens, ils en font toute une montagne, tu vois, de mettre un nom, un prénom, un mail. Donc, si en plus, il faut mettre 3 lignes pour justifier pourquoi tu veux faire partie d'un truc, déjà, il faut partir du principe que je pense que l'être humain est quand même assez feignant de base, tu vois, dès qu'il n'y a pas un intérêt de survie. Et après, si tu es clair aussi sur le fait qu'il y aura une sélection, qu'il faut être motivé, qu'il y a un engagement, c'est 3-4 fois par mois pendant un an. Je sais pas si tu l'as dit en amont, ça. Mais si tu le dis en amont, effectivement, les gens se disent, ouais, peut-être, bon. Et du coup, c'est bien aussi parce que ça te fait gagner du temps, parce qu'au final, tu n'as que la fin de l'entonnoir, quoi. Exactement. Tu vois, tu sélectionnes bien en amont. Et c'est pareil, en fait, parce que moi, j'ai une adhésion, là, elle est à 1 000 € hors taxe, tu vois, par an. Et au début, je me dis, ouais, est-ce que je mets 1 000 € tout de suite, tu vois, c'est pas un peu cher, etc. Et en fait, c'est un filtre aussi parce que ça protège aussi la qualité des profils qui viennent pour les gens qui sont déjà membres, en fait. Ils se disent, bah voilà, la personne qui rentre, elle est motivée, tu vois, elle a payé une adhésion et en plus, elle a été filtrée par Paco, etc. Il y a aussi cet engagement de, je vais avoir un nouveau partenaire prochain pour de futurs deals plutôt que de dire, ah tiens, c'est un nouveau, il va chercher à juste prendre et il va rien donner, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est bien. Et écoute, on parlait tout à l'heure de la partie communautaire, de manière générale. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à, on va dire, identifier où tu peux vraiment fédérer une communauté et par quel moyen tu arrives à fédérer une communauté? Est-ce que c'est le podcast? Est-ce que c'est demain ce mastermind où il y a moins de monde, mais tu sais que ça sera plus fidèle? Est-ce que c'est une newsletter où finalement, à part des statistiques d'un outil d'emailing, tu n'as pas vraiment de visibilité sur ça marche pas et qu'est-ce qu'en pensent les gens, hormis des gens qui te font du feedback? Enfin, tu vois, ou tu as d'autres idées? Comment tu construis tout ça? Ouais, je pense qu'il y a pas une plateforme en particulier qui va l'emporter. Je pense qu'il faut être souple. Tu peux pas en trouver, aller sur toutes les plateformes par contre parce que tu t'éparpilles. Mais en avoir 2-3, je trouve que c'est vraiment puissant et notamment des plateformes directes. L'email pour moi c'est indiscutable. C'est si tu veux fédérer même des gens qui veulent te créer du business, peu importe, hein, même si t'es pas créateur de contenu, mais l'emailing c'est vraiment le contact le plus direct. Après LinkedIn, YouTube, c'est bien pour découvrir d'autres horizons, avoir des gens qui viennent vers toi. Et puis le podcast, c'est vraiment plus pour te fédérer vraiment des gens, des vrais fans avec qui tu vas développer des choses vraiment concrètes, quoi. Et tu vois, on parlait des nombres d'écoutes, tu vois, sur le podcast. Comme je t'ai dit, au début, j'ai monté vite à 40 000 écoutes. Je suis monté ensuite à 100 000, 120 000 écoutes par mois. C'est énorme, 120 000. C'est énorme. Et ensuite, là, je suis redescendu autour de 40-50. Et en fait, il y a cet effet aussi, et ça alimente pas mal ma réflexion aussi, parce que quand tu es créateur de contenu et que tu mets trop le focus sur, on va dire, comme source de ton succès ou de ton échec, les écoutes, les likes, les commentaires, tu te livres à quelque chose dont tu n'as pas le contrôle et c'est super dangereux, quoi. Ouais, c'est dur. Et c'est pour ça que moi, je préfère mettre l'accent sur la qualité des gens qui m'accompagnent, etc., plutôt que la quantité. Et j'ai multiplié plus les sources d'interaction et de conversation avec les gens. Donc, il y avait l'emailing. Je propose aussi aux gens de m'apporter des deals sur du marchand, qui, par exemple, juste pour se faire l'œil, si tu veux, en le disant, moi, je cherche en priorité des maisons à diviser, des choses comme ça. Peu importe où ils sont, amenez-moi des deals. Moi, j'ai un réseau de marchands dans tous les cas. Au pire qui peut se passer, c'est que je suis pas là en local pour le travailler, le truc, mais je le passe à un collègue marchand et je leur dis, si ça fonctionne, vous aurez, comme c'est juste, une commission d'apport. Mais le gain, en plus du gain financier direct, et qui est complètement passif d'ailleurs, c'est plus pour moi, ce que je me dis, l'intérêt pour les gens, c'est de pouvoir se dire, on va travailler ensemble sur un dossier, on va analyser le truc, je vais comprendre un peu mieux
ou trouver de la valeur quand je me balade dans la rue, dans mon quartier, dans mon secteur, gratuitement, voire même je suis payé pour le faire. Tu vois. Ouais, tout à fait. Et bon, voilà, ce genre de truc, tu vois, que je trouve que est beaucoup plus riche que juste de dire abonne-toi à mon podcast ou achète mon produit A, B, C, tu vois. Ouais. Donc tu mises plus sur l'interaction que, on va dire, la diffusion de contenu, parce que c'est vrai qu'effectivement, la création de contenu, on va dire la majorité du temps, c'est unilatéral. Tu produis, tu donnes, tu reçois rarement de feedback à part des commentaires, comme on le disait, soit haineux, soit élogieux, mais bon, c'est jamais très objectif au final. Donc c'est intéressant, je trouve que cette appui sur l'interaction, le feedback, la relation plus humaine, revenir un peu aux sources, en fait, on va dire, se sortir un peu de l'interaction digitale finalement aussi. Tu vois. Okay. Et dans la même mouvance, je pense que ce qui va arriver prochainement, vraiment, enfin, là où il faut aller, c'est les rencontres physiques, de plus en plus. Ouais. Enfin, j'ai fait un événement là récemment. Pareil, apéro IMO, on était 60 personnes, mais que des gens vraiment de qualité. Et auprès de qui on pouvait trouver immédiatement des points, tu vois, possiblement d'association ou d'intérêt. Toi, tu es vraiment spécialisé sur ça. Moi, j'ai des terrains à vendre. Moi, j'ai des trucs à... Enfin, c'est super riche, quoi. Pas tout le temps, mais les espaces en ligne, je trouve qu'il y a une telle concurrence qui va qui va s'accroître parce que l'IA, sans savoir exactement quels vont être les impacts, parce que je n'ai pas la boule de cristal, mais ce que je devine quand même avec cette tendance à l'IA, c'est à l'afflux d'informations encore plus importantes en ligne et une distraction du coup des personnes de plus en plus importante, une dilution de l'attention de plus en plus importante. Et qu'est-ce qui n'est pas en concurrence avec ça ou qui est au-dessus de ça? C'est le physique, quoi. C'est le réel, tu vois. Ouais, je suis d'accord sur les sources de distraction. C'était déjà le cas, tu vois, par exemple, il y a 10-15 ans, moi j'étais beaucoup joueur de poker et donc on avait des forums à l'époque. Et il y avait des forums pour chaque finalement spécialité, passion et tout, tu avais des forums, tu vois. Et donc dans le forum, tu avais des communautés, des puristes, etc. Et les échanges étaient hyper qualitatifs. Bon, tu avais toujours des gens qui étaient là en touriste, mais c'était un entonnoir fermé. T'étais pas pollué. Aujourd'hui, tu consommes un contenu sur YouTube, tu regardes une vidéo, tu en as 10 qui t'attendent à côté, sur lesquels tu as envie de cliquer. Et en fait, ton attention, elle est quand même hyper diluée. Tu vois, comme on disait. Alors, bon, le podcast, c'est un peu différent parce que pour le coup, quand tu es dans le métro avec tes écouteurs, t'es un peu pollué par l'énergumène d'à côté qui est un peu chelou, mais si tu veux, dans tes oreilles, t'as que ça comme son, quoi. Tu vois, en plus, maintenant, avec les AirPods où tu peux vraiment te mettre en mode bulle et tout, franchement, ça passe. Mais oui, je suis d'accord. Le digital, l'avantage, c'est que tu touches beaucoup de monde tout de suite. Franchement, c'est l'avantage. Si tu mets même un peu de budget ou quoi, tu peux vraiment toucher beaucoup et faire de la masse tout de suite. Après, en termes de qualité, il y a énormément de tri. Et je suis d'accord avec toi, moi j'ai toujours aussi privilégié ça, fait des événements petits, tu vois, quand j'organisais des séminaires, c'était 45 personnes max, tu vois, alors que je pouvais peut-être en avoir plus, et sûrement même, mais j'avais pas envie que ce soit un truc intimiste, où les gens puissent échanger, puissent se voir et tout ça. Et je vais donner mon feedback sur les événements physiques, parce que j'en ai fait beaucoup, entre 2020 et 2022, on va dire. Ça m'a épuisé, moi. Ça m'a épuisé parce que c'est beaucoup d'organisation, pour le coup, c'est quand même plus long à organiser qu'un webinaire où tu peux avoir 400 personnes d'un coup, et ça te prend 1 heure d'animation et peut-être 2 heures de préparation. Là, c'est beaucoup de temps de préparation, d'aller-retour, de réservation, le traiteur, le machin, le truc. Enfin, tu vois, quand tu fais un séminaire ou un truc comme ça, la régie, les personnes qu'il te faut sur place, et derrière aussi, les imprévus, parce que tu as des gens aussi qui devaient venir intervenir, qui peuvent pas. Bon, enfin, ça arrive. Et j'ai trouvé, moi, mais à mon niveau, tu vois, donc je sais, c'est hyper subjectif ce que je dis. J'ai trouvé qu'on donnait beaucoup, et l'équipe qui organisait avec moi et moi, qu'on donnait beaucoup, que les gens appréciaient, on avait des super feedbacks, mais qu'ils étaient beaucoup plus gagnants eux que nous à la sortie, tu vois. C'était pas vraiment rémunérateur parce que quand même toute la logistique autour de ça coûte. Puis quand tu factures un repas 45 € et que ça te coûte 40, c'est pas ça qui va te faire gagner la vie, tu vois. Et au-delà de ça, c'est vrai que les gens, comme on donnait beaucoup d'informations aussi descendantes, de contenu, de valeur, tu vois, du coup, nous, on en ressortait avec pas grand-chose. Et c'est des gens qui venaient aussi pour chercher de l'information, pour monter en compétences, oui, pour chercher des partenaires ou des associés, mais ça se faisait plus entre eux, tu vois, qu'avec nous qui étions organisateurs. Donc peut-être qu'on a mal fait les choses là-dessus. Mais en même temps, je le faisais pas pour ça au départ, parce que je le faisais pas pour ma boîte, je le faisais pour moi. D'ailleurs, j'avais même pas la boîte au début quand je le faisais.
je faisais par passion et pour transmettre. Mais après, quand j'ai voulu y trouver un intérêt économique, parce qu'au bout d'un moment, il fallait bien faire vivre l'équipe qui m'aidait à organiser, j'ai pas trouvé mon compte. Tu vois. Le persona était bien fité avec l'audience, les participants. Pour moi, au début, oui. Et après, au début, oui. Sur les séminaires, oui. Mais comme tu le disais, c'était aussi le prix qui filtrait. C'est-à-dire, tu payais. Le premier que j'ai fait, c'était 169 € et le dernier, c'était 250. Et j'étais toujours plein quand même. Tu vois, c'était pas une question de prix. Mais par contre, la valeur et la qualité aussi augmentaient avec le temps. Parce que du coup, toi, tu avais plus de recul et d'historique sur ton sujet, donc c'était plus connu comme événement. Mais aussi, les gens, ils payaient plus cher. Donc en général, quand tu payes plus cher, tu filtres, comme tu le disais tout à l'heure, pour ton mastermind. Donc j'avais ça. Et après, par contre, les apéros IMO, là, pour le coup, je trouvais que c'était moins qualitatif en termes de cible. Tu vois, parce que tu venais, c'était le prix d'un resto, parce qu'en fait, on faisait pas de marge dessus. Donc ils payaient. En fait, il y avait un buffet, c'était sympa et tout. Très bel emplacement dans Toulouse. Mais c'était beaucoup plus jeune, du coup. Ouais. Parce que c'était l'apéro IMO, le jeudi soir. Voilà, tiens, on va boire un coup et on va manger. Puis on va discuter d'investissement IMO. Mais c'était en mode, je sais pas. Enfin, si tu veux, il venait plus pour l'événement que pour l'organisateur, tu vois. Alors qu'au début, c'était plus pour l'organisateur parce qu'il croyait en ça et c'était un peu plus fidèle tu vois, c'était comme l'audience du podcast, tu vois. Voilà. C'est vrai que c'est le risque quand tu crées un événement physique ou une communauté, même en ligne, c'est qu'en fait, quand c'est quand il commence à y avoir des sous-groupes dans les groupes. Ouais. Alors, c'est bien, il faut l'encourager parce que t'es pas normalement censé être toujours centralisateur, mais il faut que tu trouves clairement ton compte, quoi. Ouais, à la fin, parce que c'est quand même toi qui organise finalement, tu vois. C'est toi qui organise, c'est toi qui gère, c'est toi qu'on facture, c'est toi qui paye. Si les mecs viennent pas, c'est quand même toi qu'on facture aussi. Enfin, tu vois, donc voilà, je trouve que moi c'est mon expérience, c'est pour ça qu'on a arrêté d'ailleurs. Trop d'énergie pour pas grand chose et on le faisait une fois, on l'a fait quasiment pendant un an, une fois par mois, tu vois, un apéro IMO, en plus des séminaires une fois par trimestre. Bon, du coup, on a préféré arrêter. Mais je pense qu'il y a du sens effectivement à créer une communauté en local. Voilà. Ouais. Après, il ne faut pas que ça reste non plus trop consanguin, tu vois, parce que le problème, c'est que au bout d'un moment, tu n'as plus vraiment d'interaction à valeur, tu vois, parce que si c'est tout le temps les mêmes personnes, c'est le risque aussi, tu vois, si la communauté est trop restreinte aussi. Ouais, non, c'est intéressant. Est-ce que tu vois des choses à ajouter sur la partie marchand, la partie communauté, le lien entre les deux? Qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil? Des choses? Non, je pense que je suis pas encore arrivé au bout de la finalité de la mise en place de ces systèmes, tu vois, enfin de systèmes, en tout cas du média et des interactions entre le média et le marchand, enfin l'activité IMO. Donc, parce que mon objectif à terme, ce serait qu'il y ait vraiment beaucoup plus de synergie entre les deux, si tu veux. Et je pense que alors on parlait des opérations pure marchand, tu vois, en 3 ans, j'ai fait 2 OP finis, c'est clairement pas un rythme très accéléré. Ouais, pour en vivre, c'est impossible. Voilà, mais par contre, en fait, je l'ai fait un peu sciemment, donc ça m'a ralenti sur mon parcours, mais je l'ai fait sciemment dans l'optique de enrichir ensuite derrière la chose, parce que pour moi, quand tu montes en compétence en local pour faire du business en marchand, et que tu as la visibilité que tu peux avoir avec le média, qui est déjà là, pour moi, c'est très puissant. Et je pense que ça va venir, enfin, ça devrait se développer encore, quoi. Ok, donc là, tu as toutes les armes de côté, tu construis petit à petit, et pour justement, après, on va dire, faire éclore tout ça de manière cohérente, quoi. Ouais, une explosion. Une explosion des projets à gogo. Ou peut-être pas, je te reviendrai dans un an, on en reparle, et je dis putain, ça a soufflé, retombé. Ouais. Mais la communauté, c'est puissant, t'as raison, parce que honnêtement, ça peut t'aider sur le marché. Alors, dans le cercle, tu dis qu'il y a des gens qui peuvent financer, etc. Mais dans ta communauté, il y a beaucoup de gens qui peuvent financer. Moi, j'en ai eu dans la mienne qui est moins importante que la tienne. Voilà, et en une story, j'ai levé 300 000 € sans aucun problème pour un projet de marchand, tu vois. Donc, je pense qu'il y a aussi ça. Tu peux engager les gens, comme tu disais, c'est ce que tu cherches à faire en plus, pour avoir plus d'interaction humaine avec eux. Et du coup, tu connais les gens. Des gens qui t'écoutent depuis 3 ans, tu les connais pas. Aujourd'hui, tu sais pas qu'ils existent. Et là, ils te disent, je t'écoute depuis 3 ans, toutes les semaines. Ils peuvent te ressortir des trucs que tu as dit il y a 4 ans, il y a 2 ans, je veux dire, tu vois. Non, c'est assez ouf d'ailleurs, parce que tu te rends compte, les gens connaissent vraiment tout sur toi. Et quand tu les rencontres, ils disent, je te connais déjà. En fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une super carte de visite. Hein. Ouais, c'est vrai.
Ah ouais, non, carrément. Bon, en tout cas, allez tous vous abonner au podcast de Paco, même s'il ne cherche pas à les abonner, il cherche de l'interaction, il l'a dit, mais allez vous abonner au podcast de Paco, c'est important, à sa chaîne YouTube aussi, éventuellement, à sa newsletter, et regardez un peu l'environnement, on va dire, investisseur 4.0. Ça fait presque 5 ans qu'il est là, il l'a dit, depuis fin 2020. Et les gens qui sont encore là 5 ans après, en général, c'est qu'ils seront là dans 5 ans aussi. Donc je vous conseille vraiment d'aller vous abonner à ces gens-là, plutôt que de tout miser sur des gens qui ont des existences éphémères, et dans ce monde, il y en a beaucoup. Voilà, donc c'était ma conclusion là-dessus. Merci Paco. Merci à toi Julien. À bientôt, Très ciao. Cool. Ciao, à plus.